Au menu ce soir, Québec s'entend avec les médecins spécialistes. Un premier dossier possiblement réglé pour Christine Fréchette qui dévoilera son conseil des ministres demain. Les crues printanières laissent bien des riverains sur le qui-vive, mais le pire serait derrière nous. Et enrôlez-vous! Semble-t-il que le message des Forces armées canadiennes a été entendu. Il est 22h, je m'appelle Michel Bérère et eux, ce sont les débatteurs. Autour de la table, en ce lundi, on a Meeker, Frédéric, Jacinthe et Victor. Bonsoir à vous quatre. On commence la semaine avec les mots de Jacinthe et de Meeker. Tiens, on va aller avec une belle et bonne nouvelle. Bébé. Oui, bébé, il y a un petit bébé qui est venu au monde, un petit bébé qui est un peu célèbre quand même parce que c'est le fils de la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, qui a donné naissance en fin de semaine à son garçon qu'elle a prénommé Henri. Donc, la mairesse va travailler à distance le temps qu'elle va juger nécessaire. Là, c'est permis dans la loi. Donc, elle compte revenir au travail au rythme que son petit bébé va lui permettre. Oui, et continuer, elle, sa carrière politique comme elle le souhaite, à son rythme également. Alors, on félicite la maman et bien sûr, on souhaite la bienvenue au bébé. Ce sera... on a bien hâte d'y revoir la bête. Là. Il y a des photos qui ont circulé. Meeker, délai? Oui, délai pour le délai avec la diminution du prix de l'essence. On le sait qu'on a une pause de taxes sur l'essence de 10 sous, mais ça a pris du temps ce matin avant que toutes les pétrolières baissent le prix de l'essence. Ça a pris du temps. Puis là, je me demande, est-ce que ça va rester ou pas? On dirait qu'on a toujours des doutes à savoir si les compagnies pétrolières vont vraiment appliquer ce rabais-là ou se le mettre dans les poches, trouver une excuse ou pas. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, c'est moins cher que ce l'était vendredi. Je regarde le visage de Frédéric et il ne croit pas qu'on va avoir ces moi, mon mot de jour, c'était merci. C'était des remerciements des pétrolières, en fait, mais ça, bon, en tout cas, on verra. Hey, parlant de délai, ça aura pris du temps pour que Québec et les médecins spécialistes soient sur la même longueur d'onde. On semble y être. Enfin, les deux parties ont finalement conclu une entente de principe après des négociations longues et houleuses. On ne connaît pas encore les détails, là, mais il y a la première ministre qui a fait savoir que cet accord respecte la capacité de payer des Québécois. Christine Fréchette ajoute que ça devrait permettre d'améliorer l'accès aux soins pour l'ensemble de la population. L'entente sera présentée prochainement aux instances là, pour approbation, donc les membres qui vont voter, les médecins spécialistes qui vont quand même cesser leurs moyens de pression dès maintenant. Ils étaient sans contrat de travail depuis 3 ans, il faut le mentionner. C'est pour ça que ça a quand même été long, tout ce dossier. Jacinthe Meeker, vous attendez à retrouver quoi dans cette entente? Une victoire des médecins sur toute la ligne, ou presque, parce que ils ont fait reculer le gouvernement à plusieurs occasions. Ils ont réussi à obtenir la démission du ministre Dubé. Le ministre Carman aussi a démissionné parce que ce que le gouvernement offrait, ça le mettait mal à l'aise par rapport à ses collègues et sa famille directement. Moi, je m'attends à ce qu'il gagne presque sur toute la ligne, mais c'est une victoire aussi pour la première ministre. C'est un dossier de réglé quelques jours après son arrivée. On ne connaît pas les détails de l'entente, mais on sait que la Fédération des médecins spécialistes demandait 14,5 % d'augmentation. Le gouvernement avait été plafonné à 11 Donc, quelque part entre 11 et 14,5 % il y a des bonnes chances que ce soit conclu avec un 14,5 Mais bon, c'est pas encore une entente de principe pour le moment. On va attendre les détails puis que ça se règle. Victor, est-ce que tu es surpris que ça survienne aussi rapidement en début de mandat de Mme Fréchette? Il n'y a pas de hasard, juste des rendez-vous qu'on dit. Hein? Alors oui, je t'avoue que d'après moi, il y a une construction de narratif. Mais ce serait extrêmement important de savoir le chiffre de cette entente-là. Parce que la première ministre avait 250 millions à dépenser de plus. Quand elle dit que ça a respecté la capacité de payer des Québécois, quelle sera la capacité de payer? Moi, j'ai bien hâte de voir. Parce qu'on nous avait dit que 11, c'était le maximum. Est-ce qu'on est à 12, à 13 ou à 14? Est-ce que c'est un dossier prioritaire, selon toi, ce dossier-là réglé? Pour Christine Fréchette? Oui. Oui, absolument, parce qu'elle veut rompre l'héritage du gouvernement Trudeau. Nécessairement, elle veut essayer de créer une distance. C'est pas le genre de casserole que tu peux avoir, parce qu'on sait que quand les médecins décident d'être bruyants, ils peuvent être bruyants et fatigants longtemps. Du gouvernement Legault. Oui, du gouvernement Legault. Oui. C'était Legault. Quel message Mme Fréchette souhaite envoyer, à ton avis, Jacinthe, avec ça?
Qu'elle veut abattre le plus de dossiers possible dans le court laps de temps qu'elle a, parce qu'on retombe en élection à l'automne prochain. L'été, il n'y a pas grand-chose qui avance. Non. Donc, j'ai l'impression qu'elle voulait vraiment conclure ce dossier-là rapidement pour pouvoir mettre l'accent sur les autres priorités. Ça va être vraiment intéressant de savoir c'est quoi les détails de cette entente-là. Est-ce qu'on était loin de ce qu'il y avait avant? En tout cas, on verra tout ça. Mme Fréchette qui va présenter quand même demain son Conseil des ministres. Ça va se faire à 14 h. C'est un moment extrêmement attendu. Victor, tu t'attends à ce qu'il y ait de nouveaux visages dans ce Conseil des ministres ou pas? Je m'attends à quelques nouveaux visages, notamment Gaspésie, Abitibi. J'ai hâte de voir comment elle va gérer ça. Mais moi, je vous avoue que je ne m'attends pas non plus à des faits wow, parce qu'il semblerait que les principaux ministres vont rester en place. Pas de non-élus. Donc, finalement, l'aspect nouveauté, on va probablement retrouver plus tard dans les candidatures plutôt que dans le Conseil des ministres de demain. Tu n'attends pas à de nouveaux visages, toi, Frédéric? Pas tant que ça. Puis le plus difficile va être de faire du neuf avec du vieux et encore une fois, de rompre avec l'héritage du gouvernement Legault. C'est ça qui risque d'être plus compliqué, à moins peut-être qu'il y a un non-élu qui débarque. Il y a des ministres qui vont démissionner aussi. Ils vont être remplacés par peut-être des nouveaux ministres également. Je ne suis pas sûr que ceux qui disent qu'ils ne se représentent pas vont nécessairement garder leur ministère. Ça, c'est le côté où ils risquent d'avoir des changements. C'est pas toujours simple de nommer les bonnes personnes à la bonne place pendant Jacinthe. C'est tout un jeu d'équilibre. Non, mais les noms qui ont fuité, là, le plan qu'on a pu apercevoir dans les médias jusqu'à maintenant laisse entrevoir qu'elle va laisser les ministres seniors en place, ce qui est tout à fait judicieux parce qu'elle mise plutôt sur le fond que sur la forme. Donc, plutôt que d'envoyer un message de changement, elle sait très bien qu'elle va mettre des personnes qui connaissent bien leur dossier. Fin du suspense, demain 14 h et on en reparle demain 22 h. On a droit à un avant-goût de l'été samedi, mais la hausse des températures, ça a des conséquences. Le niveau de l'eau a beaucoup monté. Il y a plusieurs municipalités qui sont donc sur un pied d'alerte, craignant bien sûr des inondations. Et c'est l'Outaouais qui est la région la plus touchée en ce moment. Il y a plus de 200 maisons là-bas qui sont menacées par la crue printanière. Reportage, Lily Mercure. C'est ce matin, on s'est levé, puis il y avait 4 pouces d'eau. Et puis, moi, j'avais fait mes précautions au cas que la rivière monterait, là. Découragé. On a une inondation majeure actuellement en cours, c'est à Fort-Coulonge, dans l'Outaouais. Principalement, c'est en Outaouais, dans les Laurentides et la Naudière, qu'on a les principaux enjeux. Là. 18 h hier soir, on a décidé d'enclencher les mesures parce qu'il fallait ériger des digues de sable là, tout le long de la route. Là. En fait, c'est une centaine de voyages de camions que ça a pris pour faire le long de la rive. On pense que ça va dépasser ce qui est prévu, mais la température nous aide beaucoup là, actuellement parce qu'il fait frais. On s'est fait inonder en 2017, là, l'eau est montée jusqu'ici à peu près. Là. Et ça a rentré... Et ça a poussé la fenêtre là, qui était sur le bord de débarquer. Là. Puis c'est rentré, puis ça a inondé le sous-sol. Là. On est dans le petit quartier-ville et le niveau de l'eau de la rivière des Prairies a énormément monté durant la fin de semaine. Ici, de notre côté droit, il y a une digue permanente qui a été installée par la Ville qui permet de retenir l'eau, mais il y a des citoyens qui déplorent le fait qu'il n'y ait pas de digue. Ici, de l'autre côté, il y a seulement une digue qui est temporaire, en plastique et avec des sacs de sable. Mais l'eau de la rivière, pour l'instant, le ministère de l'Environnement s'oppose en fait à toute construction parallèle à la rivière. Pourquoi? Et donc il nous explique qu'en fait il faut que la rivière puisse prendre son lit naturel, c'est-à-dire l'ensemble des résidences qui sont ici. Nous on a un sous-sol, c'est des dégâts principalement matériels, mais dans les blocs ici, dans les blocs sur la rue Cousineau, il y a des gens qui habitent. S'il y a une rupture de digue, c'est dangereux, là, la sécurité des personnes est en jeu. Ça fonctionne quand même, mais c'est toujours installé dernière minute. Hier, l'eau commençait à monter, l'égout ici commençait à saturer. Il a fallu qu'on se mette tous les résidents à essayer de protéger les garages ici au plus vite. Est-ce que vous dormez bien présentement? Pas terrible. moi, en fait, je fais même des rondes. Là. Je me lève au milieu de la nuit, là, puis je vais vérifier qu'effectivement l'eau est toujours à un niveau satisfaisant. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a très peu de précipitations de pluie qui sont prévues cette semaine. À Montréal, Lily Mercure, pour Nouveau Info. Victor, est-ce que, selon toi, quand tu regardes ça, la préparation était suffisante, à ton avis? On a quand même une sécurité civile qui a beaucoup d'expérience. Malheureusement, les dernières années ont été très dures en termes d'inondation. On voit dans ce reportage qu'il y a encore des améliorations à faire, notamment avec le ministère de l'Environnement. On devra expliquer à ces riverains pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de digue permanente. Maintenant, l'expérience des secours, elle est plus grande qu'elle était dans le temps. Oui, mais on se demande tout le temps, est-ce que les municipalités, les villes en font assez? Oui, et là,
c'est très intéressant ce reportage-là parce que justement, quand on voit qu'il y a des digues permanentes qui sont installées à certains endroits, mais pas à d'autres, que le ministère de l'Environnement bloque la construction de digues permanentes qui permettraient de sécuriser des résidents. À un moment donné, on voit bien que c'est des résidences qui ont été construites depuis plus de 40 ans. Là. Alors, de commencer à dire pourquoi ils se sont installés là, ils sont là, pourquoi on les protège pas? J'ai du mal à me comprendre. Mais si on protège plus un endroit puis que ça déverse à l'autre, on imagine. En tout cas, ça prend des réponses là, pour ces résidents-là, ces riverains-là. Meeker, des inondations, on est appelé, il faut dire, à en vivre probablement de plus en plus. Je ne sais pas si on est prêt, pas prêt, qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Ce que je sais, c'est qu'il va falloir trouver des solutions parce que ça risque d'arriver de plus en plus avec les changements climatiques. Là, on est chanceux, il n'y a pas eu beaucoup de pluie, mais la fonte des neiges fait grossir les rivières plutôt, puis ça, on le sait, année après année. En tout cas, il n'y a plus de précipitations qui sont prévues pour les prochains jours. C'est la bonne nouvelle. Le cessez-le-feu, maintenant, de 2 semaines entre les États-Unis et l'Iran pourrait se terminer plus tôt que prévu. Le président américain a devancé, en fait, la fin de la trêve à mercredi soir plutôt que jeudi, comme prévu. Donald Trump a ajouté que si les demandes américaines ne sont pas satisfaites, beaucoup de bombes vont exploser. Dans ce contexte, la tenue d'une nouvelle séance de négociation est incertaine. Il y a une délégation américaine qui doit malgré tout se rendre au Pakistan demain pour des discussions qui auraient lieu mercredi. Bon, et là, ces tensions internationales ont peut-être créé un engouement pour l'armée chez nous. Les forces canadiennes ont atteint leur plus haut niveau de recrutement depuis 30 ans. Elles ont enrôlé plus de 7300 nouveaux membres dans la dernière année. C'est 600 recrues de plus que l'année précédente. Le ministre de la Défense nationale, David McGuinty, attribue cette augmentation des effectifs à la hausse de salaire annoncée l'été dernier et au changement également apporté aux exigences médicales. Il témoigne du succès de nos efforts pour moderniser le recrutement et surtout, il nous montre que de plus en plus de gens choisissent de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Plus de 1200 femmes se sont enrôlées dans la force régulière des FAC, ce qui représente désormais le nombre le plus élevé des 10 dernières années. Meeker, ça te rassure de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui s'enrôlent dans l'armée? Oui, parce qu'on pense souvent qu'être pacifiste, c'est être contre l'armée, mais c'est pas des choses qui s'opposent nécessairement. Si tu veux protéger ton territoire, protéger ton pays, protéger également ta sécurité, bien, il faut une armée qui est forte également. Oui, elle doit être bien encadrée, mais moi, ça m'encourage de voir qu'on n'est pas dans l'angélisme à dire « Ah non, l'armée, c'est pas important. » Puis surtout avec le voisin du Sud qu'on a aujourd'hui, bien, il faut pouvoir se protéger minimalement. On regarde ça, on dit on atteint un sommet qu'on n'a pas atteint depuis 30 ans, mais il y en a qui quittent également. Il faut accélérer la cadence, selon toi? Oui, il faut accélérer la cadence. Dans la dernière année, oui, on a recruté 7300 soldats, mais il y en a 5000 qui sont partis. Alors, c'est juste un ajout de 2300. Et la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, faisait état qu'entre 2022 et 2025, on n'a pas atteint les objectifs et on a un manque à gagner de 4700 recrues. Donc, au bout du compte, oui, il faut se réjouir, mais non. OK. Maintenant, les raisons de tout ça, toi, tu attribues ça à l'augmentation des tensions avec les États-Unis, Donald Trump? C'est l'effet de Trump, là, comme le reste. Là. On se tape un sort du fentanyl alors qu'on n'a pas de fentanyl. Ça nous coûte des milliards par année. Même chose ici, on recrute. Pourquoi? Ah ben parce que là, on va peut-être se faire attaquer, on ne sait pas trop, alors que le Canada ne sera jamais une force militaire respectable. C'est de l'argent qui est gaspillé. Moi, ça me rend à l'envers, honnêtement. Est-ce que ça pourrait être une raison économique également, Victor? Ça pourrait, selon moi, aussi être une raison économique. Hein. Les jeunes, les perspectives sont différentes, de moins en moins d'emplois disponibles pour la jeunesse. Donc, comme dans plusieurs pays, l'armée peut devenir un ascenseur social intéressant. Je pense qu'il faudra analyser ce côté-là. Il y a une hausse salariale, quand même. Et le fait aussi qu'on investisse dans l'armée, c'est pas mal plus intéressant de jouer avec des jouets neufs qu'avec des vieux jouets. En effet, puis de savoir que ça se développe, il y aura du développement là-dessus. Bon, on le sait maintenant, on va rester un peu à l'international parce que Cuba, vous savez, une destination qui est extrêmement prisée des vacanciers canadiens, traverse actuellement une crise économique et énergétique majeure. Depuis l'intervention américaine au Venezuela, Cuba est privé du tiers de son énergie. Ça engendre des coupures d'électricité, des pénuries de carburant, de nourriture et de produits d'hygiène. Depuis le début de l'année, le gouvernement canadien a débloqué un peu plus de 13 millions de dollars destinés aux Cubains vulnérables. Mais est-ce que c'est assez? Est-ce que le Canada doit en faire davantage pour aider les Cubains? C'est la question de notre grand débat de la demi-heure. Allez répondre. N'oubliez pas de commenter également. On veut vous lire là-dessus. À venir à l'émission, une fausse bonne idée. La SAC fait marche arrière sur sa décision de mettre fin à la distribution gratuite de boîtes en carton. L'opinion de nos débatteurs là-dessus un peu plus tard.
Un peu partout sur la planète aujourd'hui, il y a des gens qui ont célébré la Journée internationale du cannabis. Cette fête est soulignée en fait depuis le début des années 70. Mais si elle n'est pas reconnue, en fait même si elle n'est pas reconnue là, par les Nations unies, chez nous, il y a 7 ans qui se sont écoulés depuis la légalisation du cannabis au Canada. Pourtant, bien des consommateurs n'y trouvent pas leur compte et le marché noir est encore bien vivant. Reportage Étienne Fortin-Gauthier. Cette grande célébration du cannabis continue d'être hyper populaire à Montréal. Si certains se sont tournés vers la SQDC depuis 7 ans, d'autres s'en cachent pas. Ils misent encore sur le cannabis illégal. Le cannabis SQDC légal ou le marché noir est encore un peu présent? Les deux. Oui? Les deux, ça dépend. Pourquoi? C'est quoi les critiques contre la SQDC? C'est pour ouvert la nuit. Moi, je travaille de nuit. Tu peux pas enlever un marché noir. C'est là depuis des années, puis des années, puis des années. La SQDC elle-même n'a pas changé. C'est la loi qui l'orchestre qui devrait changer. Ils devraient simplement aller voir dans les autres provinces qu'est-ce qu'ils font. Je ne pointerai pas un seul élément. C'est l'ensemble de tout ce qui se mange. On trouve que ça devrait exister. On va plus loin. On voudrait même qu'il y ait des restaurants qui puissent offrir tout simplement un plat qui est infusé. Ça, c'est le genre de produits qui sont illégaux au Québec. Des produits avec du cannabis, mais sous forme de bonbons, des jujubes. C'est exactement ce que la SQDC ne veut pas vendre parce que, justement, ça pourrait attirer les enfants. Le problème, c'est que c'est largement disponible sur Internet. Au départ, la SQDC ne voulait pas vendre des produits de vapotage. C'était à la suggestion de la santé publique du Québec. Mais face à la popularité de ces produits, la SQDC a changé son fusil d'épaule. On a pris la décision d'en commercialiser parce que ce qu'on retrouve sur le marché illégal était tellement dangereux que ne pas en offrir n'était pas un bon statu quo. Les jujubes en Ontario, c'est légal. Au Québec, il n'y a pas de nouveau là-dessus? Non. Présentement, la réglementation québécoise nous interdit de commercialiser des produits qui peuvent sembler attrayants, c'est-à-dire des bonbons, des chocolats, tout ce qui pourrait inciter à consommer davantage. On travaille dans une perspective pour que les gens aient cherché ce qu'ils ont besoin, mais qui ne cherchent pas à consommer davantage, et on ne veut pas non plus banaliser le cannabis. On est très conscient que le cannabis, c'est une drogue. C'est pas simple d'avoir un portrait clair des parts de marché du cannabis légal face au marché illicite. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'en 2020, la SQDC vendait 46 tonnes de cannabis par année, alors qu'en 2025, on était rendu à 149 tonnes. À Montréal, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info. Et que interdire la vente de certains comestibles, est-ce que ça protège vraiment nos jeunes? Non, c'est ça le problème. Je comprends la SQDC, je comprends la santé publique, mais comme on l'a entendu dans le reportage, c'est assez facile à trouver sur Internet, sur le marché noir. Donc, moi, je serais beaucoup plus à l'aise que ce soit encadré justement par la SQDC, plutôt qu'on laisse ce marché-là au marché noir, alors que la SQDC, à la base, était là pour faire, entre guillemets, fermer le marché noir. Mais on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Victor, tu comprends pourquoi des jeunes, des personnes, en fait, se tournent vers le marché noir pour acheter certains produits? C'est que justement, il est très accessible. Il y a le marché noir, mais aussi le crime organisé. Si on continue à vouloir se garder cette espèce de vision protectionniste en pensant que parce qu'au Québec, on n'en vend pas, l'Internet n'existe pas, qu'il n'y a pas de livraison dans les maisons québécoises, on se ferme les yeux pour rien. Oui, les livraisons, ça ne veut pas dire que ça vient nécessairement toujours du marché noir. Là. Je veux dire, les gens peuvent acheter ailleurs au Canada. C'est légal, d'ailleurs. Pourquoi la SQDC est-elle aussi frileuse, selon toi, d'offrir des produits comestibles? Ça, je pourrais pas dire, mais je trouve ça un peu curieux parce que l'idée même de la SQDC, en tout cas de ce que j'en avais compris, c'est que l'État puisse tirer profit de ce même marché noir-là. Là, si je comprends bien, on leur laisse une partie appréciable du marché en disant on aime mieux pas s'en mêler. Je suis d'accord avec toi, 100 000 $. J'aime autant que l'institution soit capable de gérer le produit. Toi, Saint-Ève, comment tu vois ça? Est-ce qu'on doit élargir ou pas l'offre de la SQDC pour faire face au marché noir? Je suis contre tous mes collègues ici. non, mais à un moment donné, ça va faire. Là, si l'État se met à vendre tout ce qu'on peut trouver sur le marché illicite, on va vendre des armes, on va vendre des organes, on va faire de la traite humaine. Là, à un moment donné, il faut mettre une limite. Il faut cesser de banaliser la consommation et pas la rendre agréable et pas non plus la jumeler à du chocolat, des bonbons pour rendre ça doublement addictant et rendre ça complètement superficiel. Comme dans tout le reste du Canada. Oui, c'est ça, mais ça se fait ailleurs au Canada. Tout le reste du Canada le fait. C'est légal, là, du cannabis légal, des jujubes légaux qu'on peut acheter en Ontario. Mais maman disait, si ton ami va jeter en bas du pont, est-ce que tu vas te jeter toi aussi? Bon. Voyons. OK, mais on va demander aux gens ce qu'ils en pensent. OK, notre sondage express, en ce lundi, ça porte là-dessus. Est-ce que la SQDC devrait élargir son offre de produits comestibles? Allez répondre, c'est à votre tour. On aura les résultats au retour. Si vous avez des commentaires à partager avec nous, partager, voici mon adresse. Vous pouvez m'écrire.
Alors, est-ce que la SQDC devrait élargir son offre de produits comestibles? Vous avez répondu oui à 26 %, non à 74 %. Maintenant, parlons d'une autre... une autre société d'État, la Société des alcools du Québec, qui fait marche arrière. Elle revient sur sa décision d'arrêter la distribution gratuite de boîtes en carton. Les boîtes réutilisables auraient alors été vendues à 13 $. Une décision qui n'était pas la bonne, selon le président et chef de la direction, Jacques Farcy. Il faut dire que les critiques étaient vives à la suite de l'annonce la semaine dernière. La SAQ qui disait pouvoir économiser 1 million de dollars avec cette mesure, un montant qui peut sembler modeste en comparaison avec le surplus de près d'1,5 milliard de dollars engrangé par la Société d'État. Vos commentaires là-dessus, Meeker, tu t'expliques toujours mal comment cesser la distribution de boîtes de carton était une bonne idée? Bien, moi, puis Victor va peut-être me comprendre là-dessus, je comprends pas qu'il y ait autant de sociétés d'État ou d'organisations qui n'ont pas le pouls de leurs clients ou de la société. On dirait qu'il y a personne sur le terrain qui est capable de comprendre ça. Puis juste un sondage maison, à la limite, sur les réseaux sociaux, aurait pu montrer clairement qu'il y a personne qui trouve que c'est une bonne idée. Trouvez-moi une personne... Une déconnexion. Une déconnexion complète. Puis moi, c'est ça que je vois en arrière de ça qui me désole. Brandir l'argument de la rentabilité, c'était pas une bonne idée? Ni celui de la rentabilité, ni celui environnemental. Je veux dire, cette décision-là ne faisait absolument aucun sens. On voulait remplacer des boîtes en carton gratuites que les gens recyclent par des sacs en plastique à 13 $. Expliquez-moi des espèces de sacs en tissu plastique c'est un pas peu très solide. clair. On trouve ça à l'épicerie avec des compartiments. Sur le plan environnemental, qu'est-ce que tu en penses de ce qu'ils proposaient? Bien, quand on a fait le virage du recyclage au Québec, là, nous, on était à l'école, certains d'entre nous étions à l'école, on nous disait qu'avant de recycler, réutiliser, c'est encore mieux. Et là, ben, les clients réutilisent les boîtes de carton qui ont déjà servi. Alors, d'enlever cette mesure-là, c'était complètement anti-environnemental. Oui, il n'y avait pas le choix de reculer, là. Non, mais moi, je suis content qu'une société d'État qui a un monopole parfait écoute quand même... Je comprends que ça se fait trop tard, là, on est tous d'accord avec ça, mais au moins qu'il le fasse, parce qu'on s'entend bien. Quand tu as le monopole, ça vient avec un privilège. Ça lui dit, vous n'êtes pas content? Je m'en fous. Bien, ils ont quand même reculé. Alors là-dessus, ben, chapeau. C'était peut-être stupide dès le départ, mais au moins, ils ont réparé l'erreur. Alors, on pourra avoir des boîtes de carton gratuites ou s'acheter toujours un petit sac de la SAC, un Xème qui traîne dans le fond de la voiture. C'est ça. Ou dans la maison. Oui. OK, voilà comme on a vu l'actualité du jour à vos cellulaires, tablettes. Place au grand débat. On va parler de la situation à Cuba et de l'aide que le Canada devrait ou pas apporter là-bas. Ça commence dans 30 secondes.